Le soleil de Séville cognait impitoyablement sur les murs ocre de l'église Santa Maria, mais à l'intérieur, l'air était chargé d'une tension glaciale qui faisait oublier la chaleur andalouse. Soudain, un cri perçant déchira le silence sacré. « Non, papa » hurla Coralie, sa voix se brisant comme du verre fragile. Et avant que quiconque puisse réagir, la main lourde de son beau-père s'abattit sur sa joue, la faisant chanceler dans sa robe de mariée immaculée, tandis que les invités retenaient leur souffle dans un murmure horrifié. Coralie, 25 ans, se tenait là, au pied de l'autel, les yeux emplis de larmes qui menaçaient de ruiner son maquillage soigneusement appliqué. Elle avait toujours été la fille modèle, celle qui obéissait pour préserver la paix familiale. Mais ce jour-là, le jour de son mariage avec Javier, un homme qu'elle connaissait à peine, tout basculait. Son beau-père, Miguel, un Espagnol trapu aux tempes grisonnantes et au tempérament volcanique, avait explosé lorsque Coralie avait osé murmurer un doute, un simple « je ne suis pas sûre » devant le prêtre. « Tu vas te taire et dire oui » avait-il rugi, et sa gifle avait suivi, résonnant comme un coup de tonnerre dans la nef. Lucie, la sœur aînée de Coralie, 28 ans, observait la scène depuis le premier rang, son cœur se serrant comme un poing. Elle portait un tailleur pantalon noir, élégant et androgyne, qui soulignait sa silhouette athlétique et ses cheveux courts ébènes. Lucie avait toujours été la rebelle de la famille, celle qui avait fui Paris pour s'installer à Barcelone, où elle vivait ouvertement son amour pour les femmes. Mais voir sa petite sœur, sa Coralita chérie, humiliée ainsi, c'était trop. Elle bondit de son siège, traversant l'allée en quelques enjambées furieuses, et s'interposa entre Miguel et Coralie. « Touche-la encore une fois, et je te jure que tu le regretteras pour le reste de ta vie » lança-t-elle d'une voix tremblante de rage, ses yeux sombres flamboyants comme des braises. Les invités murmurèrent, choqués. La mère de Coralie et Lucie, Isabelle, une Française expatriée en Espagne depuis 20 ans, se leva lentement, son visage pâle trahissant une peur ancestrale. Isabelle avait épousé Miguel après la mort de son premier mari, le père biologique des filles, espérant une vie stable pour sa famille. Mais Miguel, avec son machisme espagnol exacerbé, avait imposé sa loi, travail acharné, traditions rigides, et mariages arrangés pour assurer l'honneur familial. Coralie, douce et sensible, avait cédé à la pression, acceptant d'épouser Javier, le fils d'un associé d'affaires de Miguel, pour apaiser les tensions. Lucie, en revanche, avait toujours résisté. À 18 ans, elle avait annoncé son homosexualité, provoquant un scandale qui l'avait poussée à partir. Depuis, elle vivait avec sa compagne, Sofia, une artiste catalane, dans un appartement bohème surplombant la Sagrada Familia. Mais ce mariage forcé de Coralie ravivait en Lucie des souvenirs douloureux. Elle se rappelait les nuits où, adolescente, elle se confiait dans leur chambre partagée à Madrid. Coralie, avec ses rêves de peinture et de liberté, avouait parfois des attirances confuses pour ses amis d'école. Lucie l'avait écoutée, guidée subtilement, mais jamais elle n'avait poussé sa sœur à affronter la vérité. Et maintenant, voilà Coralie, piégée dans une union sans amour, victimisée par cet homme qui se prétendait père. « Lucie, s'il te plaît, ne fais pas de scène » murmura Isabelle, tirant sur la manche de sa fille aînée. Mais Lucie l'ignora, se tournant vers Coralie. « Regarde-moi, ma sœur. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Cet homme, ce mariage ?» Coralie hésita, sa joue rougissante sous l'impact de la gifle. Javier, le fiancé, un jeune homme aux traits fins et au costume impeccablement taillé, se tenait figé près de l'autel, embarrassé mais silencieux. Il n'était pas méchant, juste complaisant, élevé dans le même moule patriarcal. Le prêtre, un vieil homme aux lunettes épaisses, tenta d'intervenir, « Mes enfants, calmez-vous. Le sacrement du mariage est sacré. » Mais Lucie l'interrompit. « Sacré? Ce n'est pas sacré, c'est une farce. Ma sœur n'aime pas cet homme. Elle mérite mieux que d'être vendue comme une marchandise. » Les mots résonnèrent, et un silence pesant s'installa. Miguel, furieux, avança d'un pas. « Toi, la lesbienne, tu n'as pas ton mot à dire ici. Rentre chez toi avec ton aberration. » Lucie sentit une vague de douleur la traverser, mais elle tint bon. Elle prit la main de Coralie, la serrant fort. « Viens avec moi, Coralita. On s'en va. » Coralie leva les yeux, et pour la première fois, Lucie y vit une étincelle de rébellion.
Mais le doute persistait. Et maman? Et tout ça, balbutia-t-elle. Isabelle, les larmes aux yeux, secoua la tête. Fais ce que ton cœur te dit, ma chérie. J'ai commis des erreurs. La scène se figea un instant, comme une peinture baroque sous les vitraux colorés. Lucie savait que ce n'était que le début. En emmenant Coralie loin de cet hôtel maudit, elle ouvrait la porte à des secrets enfouis, à des amours interdits, et à une quête de liberté qui les mènerait toutes deux vers des horizons inattendus. Séville, avec ses ruelles étroites et ses jardins parfumés, deviendrait le théâtre de leur renaissance. Les heures suivantes furent un tourbillon. Lucie entraîna Coralie hors de l'église, ignorant les protestations de Miguel et les regards scandalisés des invités. Elles montèrent dans la vieille Citroën de Lucie, garée sous les orangers, et filèrent vers Barcelone, laissant derrière elles le chaos. Coralie, encore en robe de mariée, pleurait doucement, mais un sourire timide naissait sur ses lèvres. Merci, Lucie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Sur la route, bordée de collines ocres et de vignobles endormis, Lucie raconta sa propre histoire. Comment, à Paris, elle avait découvert son amour pour les femmes lors d'un voyage scolaire, embrassant pour la première fois une camarade sous la tour Eiffel. Comment elle avait fui l'Espagne pour vivre librement. Tu n'es pas obligée de te cacher, Coralie. L'amour, le vrai, n'a pas de genre. Coralie écoutait, fascinée, se rappelant ses propres sentiments confus pour Anna, une amie d'enfance disparue de sa vie. Arrivée à Barcelone tard dans la nuit, Sofia les accueillit dans l'appartement empli de toiles abstraites et de senteurs de jasmin. Sofia, 30 ans, aux cheveux roux flamboyants et aux yeux pétillants, serra Coralie dans ses bras. Bienvenue à la maison, petite sœur. Ce soir-là, autour d'un verre de vin catalan, les trois femmes parlèrent jusqu'à l'aube. Coralie confia ses doutes, ses peurs, et pour la première fois, admit qu'elle n'avait jamais ressenti d'attirance pour Javier. Peut-être que je suis comme toi, Lucie. Les jours suivants furent une révélation. Barcelone, avec sa vitalité cosmopolite, offrait à Coralie un monde nouveau. Elle explorait les Ramblas, main dans la main avec Lucie, redécouvrant la joie simple de la liberté. Mais Miguel n'avait pas dit son dernier mot. Des appels menaçants arrivaient, exigeant le retour de Coralie. Isabelle, déchirée, plaidait pour une réconciliation. Et Javier, blessé dans son orgueil, cherchait à comprendre. Lucie, protectrice, veillait sur sa sœur. Mais au fond d'elle, un sentiment plus profond émergeait, une affection qui dépassait le lien fraternel. Non, ce n'était pas de l'amour romantique, cela aurait été tabou, mais une connexion profonde, nourrie par des années de secrets partagés. Pourtant, en voyant Coralie s'épanouir, Lucie se questionnait sur sa propre vie. Sofia, si aimante, sentait la tension. Tu l'aimes tant, ta sœur. C'est beau, mais n'oublie pas nous. Un soir, lors d'une fête dans le quartier gothique, Coralie rencontra Elena, une danseuse flamenco aux yeux noirs intenses. Leur regard se croisa, et quelque chose s'alluma. Lucie observa la scène, un pincement au cœur, mais heureuse pour sa sœur. C'était le début d'une romance inattendue, qui allait tester les limites de leur famille. Les semaines passèrent comme un rêve éveillé dans les rues animées de Barcelone. Coralie, libérée de sa robe de mariée qu'elle avait jetée symboliquement dans la mer Méditerranée, s'installait peu à peu dans l'appartement de Lucie et Sofia. Elle adoptait un style plus libre, jean déchiré, chemise ample, et un sourire qui illuminait son visage. Elena devenait une présence constante. 26 ans, originaire de Grenade, Elena incarnait la passion andalouse avec ses mouvements gracieux et sa voix rauque qui chantait des coplas d'amour perdu. Leur première rencontre avait été électrique. À la fête, sous les lumières tamisées d'un bar à tapas, Elena avait invité Coralie à danser. « Viens, Hermosa, laisse-toi porter par le rythme », avait-elle murmuré. Coralie, hésitante, s'était laissée guider, sentant pour la première fois une chaleur authentique envahir son corps. Lucie, depuis le bar, avait observé avec un mélange de joie et de mélancolie. Elle se rappelait ses propres débuts avec Sofia, 5 ans plus tôt, lors d'une exposition d'art où leurs mains s'étaient effleurées sur une sculpture. Mais le passé rattrapait vite. Miguel, furieux d'avoir perdu le contrôle, envoya un message menaçant, « Ramène-la, ou je viens la chercher moi-même ». Isabelle, intermédiaire malgré elle, appelait quotidiennement,
suppliant Coralie de rentrer. Ton beau-père est désolé, ma chérie. C'était la colère du moment. Pense à l'honneur de la famille. Coralie, déchirée, confiait ses tourments à Lucie. Et si j'avais fait une erreur? Si je n'étais pas faite pour ça? Lucie, assise sur le balcon surplombant la ville endormie, prenait la main de sa sœur. L'erreur, c'était de te forcer à être quelqu'un d'autre. Regarde-toi maintenant, tu vis, tu respires. Elena te rend heureuse, n'est-ce pas? Coralie rougissait, avouant les baisers volés dans les parcs, les promenades main dans la main le long de la plage de la Barceloneta. C'était un amour naissant, timide mais profond, qui contrastait avec la froideur de son engagement avec Javier. Pourtant, un soir, Javier apparut à la porte de l'appartement. Grand, aux cheveux noirs impeccables, il tenait un bouquet de roses fanées. « Coralie, je t'en prie, parlons. » Sofia et Lucie s'éclipsèrent discrètement, laissant les ex-fiancés seuls. Javier, les yeux humides, avoua « Je ne t'ai jamais forcé, mais je t'aime. » Ou du moins, je croyais. Coralie, émue, expliqua sa vérité « Je ne t'aime pas comme une épouse le devrait. Mon cœur bat pour quelqu'un d'autre. Une femme. » Javier, choqué mais compréhensif, hocha la tête. « Alors, sois heureuse. Mais ton beau-père. Il ne lâchera pas. » En effet, Miguel ourdissait un plan. Il contacta des amis influents à Séville, répandant des rumeurs sur les « perversions » de Lucie, accusant Coralie d'être influencée par sa sœur, déviée. Isabelle, affaiblie par des années de soumission, céda à la pression et accepta d'aider Miguel à « ramener » Coralie. Un week-end, ils débarquèrent à Barcelone, exigeant une confrontation. La scène se déroula dans un café du quartier de Gracia, sous les arbres en fleurs. Miguel, imposant dans son costume froissé, pointa un doigt accusateur vers Lucie. « C'est toi qui as tout gâché. Avec tes idées françaises décadentes. » Lucie, calme mais ferme, répliqua « Non, c'est vous qui avez brisé ma sœur en la forçant à une vie qu'elle ne voulait pas. L'amour n'est pas une transaction. » Coralie, tremblante, prit la parole pour la première fois avec assurance. « Papa. Miguel, je ne reviendrai pas. J'aime Elena. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, alors adieu. » Isabelle éclata en sanglots. « Mes filles, je vous ai élevées pour que vous soyez heureuses. J'ai eu tort de laisser faire. » Ce fut le tournant. Miguel, face à la détermination unie des sœurs, recula. Mais la trahison n'était pas loin. Plus tard, Lucie découvrit que Sofia, jalouse de l'attention portée à Coralie, avait secrètement contacté Miguel pour accélérer la résolution, espérant retrouver son intimité avec Lucie. « Je l'ai fait pour nous, à mort », avoua Sofia, les larmes aux yeux. Lucie se sentit trahie. « Comment as-tu pu? C'est ma famille. » La dispute éclata, violente et émotive, sous le regard peiné de Coralie. Sofia partit en claquant la porte, laissant Lucie effondrée. Coralie serra sa sœur dans ses bras. « On traversera ça ensemble. » Comme toujours. Cette nuit-là, elles parlèrent de tout, des souvenirs d'enfance en France, des étés à Biarritz où elles construisaient des châteaux de sable, ignorant les tempêtes à venir. Le lendemain, Elena proposa une escapade à Montserrat, la montagne sacrée près de Barcelone. Là, au sommet, entourés de pics rocheux et de monastères anciens, Coralie et Elena s'embrassèrent pour la première fois en public, affirmant leur amour. Lucie, spectatrice, sentit une paix l'envahir. Elle appela Sofia, prête à pardonner. « Reviens, mi amor. On a besoin de toi. » Mais le conflit familial persistait. Miguel, humilié, coupa les vivres à Isabelle, la forçant à choisir. Isabelle, pour la première fois, se rebella. Elle quitta Séville pour rejoindre ses filles à Barcelone, apportant avec elle des valises pleines de regrets et d'espoir. « J'ai vécu dans l'ombre trop longtemps », confia-t-elle. La famille se reconstruisait, pierre par pierre, dans cette ville de Gaudí où l'architecture même symbolisait la résilience. Pourtant, une ombre planait, la société espagnole, encore conservatrice dans certains cercles, murmurait contre les « sœurs déviantes ». Coralie et Elena affrontaient des regards hostiles, mais leur amour grandissait, nourri par des promenades nocturnes et des danses passionnées.
Lucie, réconciliée avec Sofia, redécouvrait la joie d'un couple solide. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Madrid, les sœurs se tinrent côte à côte, brandissant des drapeaux arc-en-ciel. C'était un acte de défiance, mais aussi de guérison. Miguel, apprenant la nouvelle par les journaux, envoya une lettre, peut-être ai-je eu tort. C'était un début timide, mais suffisant pour semer l'espoir. L'automne enveloppa l'Espagne d'une douceur mélancolique, avec des feuilles dorées jonchant les trottoirs de Barcelone. Coralie et Elena, inséparables, louèrent un petit atelier dans le quartier de Poblenou, où Elena enseignait le flamenco et Coralie reprenait ses pinceaux, peignant des toiles vibrantes inspirées de leur amour. Lucie, de son côté, travaillait comme graphiste freelance, tandis que Sofia exposait ses œuvres dans des galeries locales. Isabelle, installée chez Lucie, apprenait à vivre seule, redécouvrant des passions oubliées comme la cuisine française. Mais la paix était fragile. Un soir, un appel anonyme avertit Lucie, Miguel prépare quelque chose. Soyez prudente. Inquiète, elle enquêta discrètement. Elle découvrit que son beau-père, aigri, avait engagé un détective pour prouver que Coralie était influencée, dans l'espoir de la faire déclarer incompétente et de la ramener. C'était une trahison profonde, un coup bas qui ravivait les blessures. Lucie confronta sa mère. Comment a-t-il pu? Et toi, tu savais? Isabelle, coupable, avoua, il m'a forcé à signer des papiers. J'avais peur. Les sœurs se sentirent trahies une fois de plus. Coralie, furieuse, déclara, c'en est trop. On va l'affronter une bonne fois pour toutes. Elles décidèrent d'un voyage à Séville, pour régler les comptes. Le trajet en train fut tendu, chargé de souvenirs. Coralie se blottit contre Elena, murmurant des promesses d'avenir. Lucie, main dans la main avec Sofia, réfléchissait à la complexité des liens familiaux. À Séville, elles trouvèrent Miguel dans leur ancienne maison, un manoir andalou au patio fleuri. Il les accueillit avec un rictus, enfin, les prodigues reviennent. La confrontation fut explosive. Miguel accusa Lucie d'avoir corrompu Coralie. Toi et tes mœurs. Tu as détruit cette famille. Lucie, les larmes aux yeux, répliqua, non, c'est vous qui l'avez détruite avec votre violence et vos traditions archaïques. L'amour n'est pas un crime. Coralie, forte, ajouta, j'aime Elena, et rien ne changera ça. Acceptez-le, ou perdez-nous pour toujours. Isabelle, spectatrice, intervint enfin, Miguel, arrête. J'en ai assez de tes colères. Nos filles méritent d'être heureuses. Pour la première fois, elle le défia ouvertement. Miguel, déstabilisé, s'effondra dans un fauteuil. J'ai perdu ma propre fille à cause de ça, révéla-t-il, parlant d'une enfant illégitime qu'il avait reniée pour des raisons similaires. C'était une confession inattendue, humaine, qui adoucit l'atmosphère. Les jours suivants furent dédiés à la guérison. Ils parlèrent, pleurèrent, rirent même de vieux souvenirs. Miguel, lentement, accepta de rencontrer Elena et Sofia. Lors d'un dîner familial, sous les étoiles andalouses, il leva son verre, à l'amour, quel qu'il soit. Ce n'était pas parfait, mais c'était un pas. De retour à Barcelone, Coralie et Elena annoncèrent leur engagement. Pas un mariage traditionnel, mais une cérémonie intime sur la plage, entourée d'amis. Lucie, témoin, sentit une joie profonde. Sa propre relation avec Sofia s'approfondit, nourrie par les épreuves traversées. Pourtant, une nouvelle épreuve surgit, Sofia reçut une offre d'exposition à Paris, impliquant un déménagement temporaire. Lucie, attachée à sa sœur, hésita. Et si je te perds? Sofia la rassura, l'amour vrai résiste à la distance. Coralie encouragea Lucie, vas-y. Je suis forte maintenant, grâce à toi. Lucie partit avec Sofia pour Paris, redécouvrant la ville de son enfance. Les rues pavées, la Seine scintillante, ravivèrent des émotions enfouies. Elle écrivit à Coralie, la France me rappelle qui nous sommes, des âmes libres, poétiques. Coralie, de son côté, organisait sa vie avec Elena, enseignant l'art à des enfants, propageant un message de tolérance. Un an plus tard, lors de la cérémonie de Coralie et Elena, toute la famille se réunit. Miguel, changé, offrit une bague ancestrale.
Isabelle dansa avec ses filles, riant aux éclats. Lucie, de retour définitivement, embrassa Sophia sous les applaudissements. Mais le destin réservait un twist. Javier réapparut, non comme rival, mais comme allié. Il avait lui-même embrassé sa vérité, vivant désormais avec un homme. Grâce à toi, Coralie, j'ai osé. C'était une boucle bouclée, un cercle d'acceptation. La vie continuait, avec ses hauts et ses bas. Les sœurs, unies par un lien indéfectible, savaient que l'amour, sous toutes ses formes, était la plus grande force. En Espagne, terre de passion, elles avaient trouvé leur havre. Les années filèrent comme les vents méditerranéens, apportant changement et sérénité. Coralie et Elena, mariées, adoptèrent une petite fille, Rosa, symbole de leur amour résili. Elle vivait à Grenade, dans une maison aux murs blancs entourée d'orangers, où le flamenco résonnait chaque soir. Coralie peignait des portraits de femmes fortes, exposant dans des galeries européennes, tandis qu'Elena dirigeait une école de danse inclusive. Lucie et Sofia, installées à Barcelone, fondèrent une association pour soutenir les jeunes LGBT en Espagne. Lucie, avec son charisme, organisait des ateliers, partageant son histoire pour inspirer. Sofia, artiste reconnue, illustrait des livres sur la diversité. Leur couple, forgé dans les épreuves, était un modèle de fidélité. Isabelle, divorcée de Miguel, s'épanouit enfin. Elle ouvrit un café français à Séville, servant des croissants et des histoires de vie. Miguel, solitaire mais transformé, visitait occasionnellement, apportant des cadeaux pour Rosa. Il avait appris l'humilité, participant même à des événements Pride, un drapeau arc-en-ciel à la main. Mais la vie n'était pas sans ombre. Coralie affronta une maladie, un cancer du sein détecté tôt. Pendant les traitements, Lucie fut à ses côtés, dormant à l'hôpital, rappelant leur nuit d'enfance. « Tu es ma guerrière, Coralita. » Elena, dévastée, trouva force dans leur amour. La famille se serra les coudes, transformant la peur en espoir. Guérie, Coralie écrivit un livre sur son parcours, L'Hôtel brisé, un récit poignant de libération et d'amour lesbien, teinté de la poésie française héritée de sa mère. Le livre devint un best-seller, touchant des cœurs en Espagne et au-delà. Lucie, fière, le promut lors de conférences, reliant leur histoire à des luttes plus larges. Un été, elles se réunirent toutes à Biarritz, en France, pour célébrer les 60 ans d'Isabelle. Les vagues atlantiques crachaient leur écume, rappelant les châteaux de sable d'antan. Rosa, 5 ans, courait sur la plage, riant aux éclats. Miguel, invité, s'excusa formellement, « J'ai été un monstre. Pardonnez-moi. » Les sœurs, main dans la main, acceptèrent. C'était la clôture d'un chapitre douloureux. Dans cette ambiance océanique, Coralie confia à Lucie, « Sans toi, je serais encore prisonnière. Tu es mon héroïne. » Lucie sourit, les yeux humides, « Et toi, ma muse. » L'amour entre sœurs est éternel. Sofia et Elena, complices, observèrent la scène, sachant que cet amour fraternel était la fondation de tout. Le roman se terminait sur une note humaniste, dans un monde souvent cruel, la compassion, le pardon et l'acceptation triomphaient. Les personnages, marqués par les trahisons et les passions, avaient trouvé la paix. Coralie et Elena, emblèmes d'un amour lesbien pur, inspiraient une génération. Lucie, la protectrice, avait réalisé que la vraie liberté naissait du courage collectif. Ainsi, sous le ciel français teinté d'espagnol, la famille réinventée célébrait la vie. Le passé, avec sa gifle à l'autel, n'était plus qu'un souvenir lointain, transformé en leçon de résilience. Et dans les cœurs, l'amour, romantique, fraternel, humain, brillait comme un phare éternel.